Bienvenue sur Mordu, le podcast des passionnés de glisse et d'outdoor. Mordu, mais aïe! Salut à tous, bienvenue sur Mordu, le podcast des passionnés de glisse et outdoor. Je suis Mathieu, accro sport extrême, et je vous emmène aujourd'hui à la rencontre de Romain Grosjean. Pilote de Formule 1 depuis 2009, il affiche au compteur plus d'une centaine de grands prix et une dizaine de podiums. Romain nous a reçus chez lui à Genève pendant l'intersaison de F1, et on n'a pas été déçus. Il a une énergie incroyable, se passionne pour plein de domaines et est d'une gentillesse infinie. J'ai vraiment eu le sentiment de passer une heure avec un super pote qui a une vie de dingue mais qui garde les pieds sur terre. Dans cet épisode, nous ferons tout d'abord le lien entre Formule 1 et sport de glisse. Et les passerelles entre ces deux univers, c'est Romain lui-même. Le ski fait partie de la tradition familiale, son grand-père a été vice-champion du monde de slalom géant. Il est aussi depuis 1 an complètement addict au kite et n'hésite pas à profiter d'un break entre 2 courses pour aller rider. Romain nous parle aussi F1 avec un franc-parler qui fait plaisir. Il évoque notamment sa préparation physique et ses relations avec les autres pilotes. Alors préparez-vous à passer un super moment, on vous a gardé une petite place sur le canapé de Romain. C'est parti pour le 3e épisode de Mordu, Romain Grosjean, un pilote de F1 épris de liberté. Salut Romain, bienvenue sur Mordu. Salut, merci. Un grand merci d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir. Je t'ai contacté en te disant, Romain, t'es pilote de Formule 1, je sais que t'es un passionné de kite et je suis sûr qu'il y a des parallèles super intéressants à faire entre la race et les sports de glisse. Est-ce que toi, déjà, tu as des parallèles qui te viennent immédiatement à l'esprit ? En fait, moi, si on remonte, mon grand-père est vice-champion du monde de ski en 1950, donc mon père était dans le ski et moi j'ai commencé dans le ski. Et déjà, entre le ski et la voiture, t'as la ligne, la trajectoire, la vitesse, la glisse. Et donc forcément, j'ai toujours été un peu dans les sports de glisse, parce que même si une Formule 1, on se dit que ça ne doit pas glisser, bon, ça glisse toujours, on est toujours à la limite d'un axe, que ce soit l'axe avant ou l'axe arrière. Et j'ai découvert le kite il y a exactement 1 an, et cette sensation de glisse, de liberté, d'aller où tu veux, qui est finalement très différente de la Formule 1, parce que la Formule 1, il faut rester entre les lignes, il faut suivre les virages, il faut essayer de faire les choses le plus parfait possible dans le sens de suivre une courbe. En kite, tu as un plan d'eau et tu vas où tu veux. Et pour moi, ça a vraiment été, ça a été la liberté. Alors après, quand tu commences à faire les figures et tout, effectivement, il y a un plan de marche à suivre et tu peux pas faire n'importe quoi. Mais de se dire, là, j'ai ma board, mon kite et un plan d'eau et je peux faire ce que je veux, c'est top. Donc, c'est la même chose parce qu'on glisse, on s'amuse, on a de la vitesse, on a des sensations, on prend des jets. Et d'un autre côté, c'est totalement différent parce que au lieu d'être entre lignes blanches d'un circuit, je suis libre. Donc tu nous dis, toi, quand tu as commencé tes premières sensations en kite, tu as ressenti cette sensation de jet que tu peux avoir en Formule 1 ? Bon, au début, j'ai galéré comme tout le monde, j'ai rien ressenti du tout et j'essayais de sortir de l'eau. Et puis après, effectivement, quand tu commences à envoyer du down loop ou du kite loop et que tu sens vraiment l'accélération et que ou même que tu rides et tu as une belle rafale, tu sens l'accélération et tu sens qu'il y a des jets. Et puis maintenant, moi, je suis très dans les données, tu sais. Quand je fais du vélo, j'ai les watts, la fréquence cardiaque. Quand je fais du ski de rando, j'ai les mètres par minute. Donc, sur le kite, j'ai aussi mis un petit capteur pour avoir la hauteur, la vitesse, la rotation, les jets à l'atterrissage. J'ai pas encore eu l'occasion de l'essayer. D'accord. C'est quoi comme capteur que tu as acheté ? C'est le Woo 3.0. C'est mon prof de kite de la République dominicaine, qui est un Belge et qui m'a appris le kite. Et on est resté vachement en contact. Il m'a dit, écoute, essaye ça, c'est sympa, tu peux voir la hauteur, la rotation, les figures que tu as fait et tout. Et donc là, j'ai commandé une combinaison 6-5, des chaussures et des gants. Et dès qu'il y a du vent sur le lac, je pense que j'y serai. Bon, il fait froid, mais c'est pas grave. Du coup, ton prof, il te met un petit casque, comme dans les courses de F1, il te fait un peu des checks. Non, ça, j'ai essayé d'éviter le casque. Et après, je sais qu'il y a des réglementations à avoir. Maintenant, j'ai la chance de pouvoir rider un petit peu seul et de me débrouiller. Et puis j'ai aussi la chance d'être entré en relation avec Duotone. Et du coup, ils me mettent en relation avec leurs riders dans le monde. Donc je dis au chef, voilà, écoute, là je vais à l'île Maurice, là je vais aller à la Barbade, là je suis en Australie, est-ce que tu as des riders sur place ? Il me dit oui, tiens, prends le numéro, appelle-le et puis tu vas rider avec lui. Donc ça, c'est top. C'est pas mal ça, c'est assez cool. Il y avait un autre rapprochement, moi, que je faisais entre les sports de glisse et la Formule 1. Le départ, ça ressemble vraiment un peu à un line-up de spots de surf, où sur les gros line-up, où tu as vraiment beaucoup de monde, des gens qui sont plus ou moins bien positionnés, des priorités. Est-ce que tu peux nous parler un peu d'un départ en Formule 1 et comment ça marche les priorités justement ? Alors, il n'y a pas de priorité en Formule 1, c'est celui qui est le mieux placé qui l'aura. Alors après, tu sais que si tu es à l'extérieur et qu'il y a
Un virage, bon bah il y a un mec à l'intérieur, tu vas laisser juste ce qu'il faut. Si la voiture fait 2 mètres de large, tu vas laisser 2 mètres et 1 centimètre. Voilà, c'est savoir un petit peu où sont les autres. Mais effectivement, ça ressemble un peu à une vague où tout le monde veut aller rider. Alors après, on a la chance qu'on est 20 dans le monde et on fait partie des 20 meilleurs. Donc c'est pas comme si tu avais un débutant, moi sur un surf et Kelly Slater qui arrivait derrière. Bien qu'il pourrait m'éviter facilement, mais moi beaucoup moins. Mais donc là, imagine, moi je me retrouve sur un départ de Formule 1. C'est quoi la consigne? Alors pour faire plus simple, départ de course de karting avec mes potes, on est sur la ligne de départ. C'est quoi la consigne? C'est quoi les règles? Qu'est-ce qui s'applique? La course de kart, c'est pas un bon exemple parce qu'il n'y a plus de règles. Ouais. Justement, avec les potes, ça part toujours en cacahuète. Non, écoute, les règles en Formule 1, c'est que si tu fais une touchette, tu risques d'avoir une crevaison, tu risques de perdre ton aileron avant, donc la course, elle est foutue. Donc c'est d'essayer de gagner le maximum de positions possible tout en étant, entre guillemets, le plus sécurité possible. En faisant attention et en essayant de gérer tout ce qui se passe. Après, t'es pas seul maître de ton destin. S'il y a quelqu'un qui a freiné trop tard derrière, qui te rentre dedans par l'arrière, bon bah voilà, tu peux rien faire. Mais l'idée, c'est d'essayer d'être le plus agressif possible, le plus engagé possible, tout en étant au courant de tout ce qui se passe. Est-ce que devant, ça s'est bien passé? Est-ce qu'à côté de moi, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui arrive en perdition, qui est en train de bloquer les roues et pareil derrière? Donc t'as pas mal de facteurs à gérer. Du coup, il y a une unique presque stratégie de départ, devant et serrer les coudes, quoi. Plus t'es à l'avant, plus c'est facile. Ouais. Dans les 3 premières lignes de la grille, c'est facile, entre guillemets, mais il y a moins de choses à gérer. Et plus tu es à l'arrière, plus c'est comme dans un embouteillage, plus ça va ralentir tôt et plus ça va être lent et plus tout le monde va essayer de jouer sa carte. Après, ça dépend où tu es placé, ça dépend si ta voiture est bonne ou pas, ça dépend comment tu te sens le jour J. Il y a des jours où tu te dis, allez, aujourd'hui, je vais tenter un gros départ. D'autres jours, tu te dis, je sais pas, j'ai pas un bon sentiment, je me sens pas super bien dans la voiture, je vais plutôt jouer la sécurité sur le départ et puis voir après. Et c'est un petit peu comme dans tout. Regarde, si tu pars sur une grosse session de kite et il y a des bonnes vagues et tout, et les jours tu vas te dire c'est facile, je peux envoyer des sauts énormes. Et d'autres jours tu vas te dire bon allez, c'est bon, j'ai fait ma session, je vais pas reprendre plus de risques parce qu'il peut m'arriver quelque chose. Et il faut absolument que tu me donnes un conseil pour que je plie tout le monde lors de ma prochaine course de karting, quoi. Mes potes ou mes beaux-frères, il faut que j'arrive à les plier. C'est quoi ton conseil pour un débutant en course de karting? Je sais pas, sur la trajectoire. Ouais, non, il y a un c'est truc, quoi le conseil? En fait, il y a l'erreur de base de quasiment tout le monde, c'est de rentrer trop vite dans un virage. Et du coup, les gens remettent jamais les gaz. Et tu vois, moi, si je vais rouler au karting de location, ou en tout cas quand je roulais à l'époque, si je roule avec d'autres gens, des fois, les mecs, ils me rentraient dedans en entrée de virage, parce qu'ils rentraient à Mach plus 12. Mais en fait, ce qui est important, c'est de reprendre les gaz le plus tôt possible, surtout sur un kart de loc qui a un moteur de tondeuse, donc ça avance pas forcément. Et si tu rentres trop vite et que tu glisses et ça t'emmène large et que tu peux pas remettre les gaz à fond avant le point de corde, t'es foutu. Donc voilà, la clé, c'est vraiment de faire un bon freinage, tourner et de réaccélérer le plus tôt possible pour avoir l'optimum sur la ligne droite qui suit. Parce qu'il y a un peu le mythe urbain en karting de location sur un circuit grand public, faut jamais toucher au frein, quoi. Faut être en décélération, accélération. Ça dépend si t'es premier ou dernier. Si t'es dernier, tu peux utiliser un peu moins les freins et t'appuyer sur les copains. Mais à un moment, quand t'arrives en tête, il faut utiliser les freins. Et alors, pareil, pour me préparer à ma prochaine course de karting, ou alors la prochaine fois que je ferai si un jour je peux faire une course de Formule 1, est-ce qu'il y a des jeux vidéo? Est-ce que toi tu joues aux jeux vidéo? Est-ce qu'il y a des jeux qui sont ou sympas, qui se rapprochent de la F1, ou alors ultra réalistes qui te permettent toi de te préparer à tes courses? Non, alors nous on a tout ce qui est simulateur, mais c'est des grosses machines que quasiment personne ne verra ou pourra utiliser, ce qui est un peu dommage, mais ça demande entre 8 et 10 ingénieurs, une salle qui fait... Je sais même pas comment elle fait 20 mètres de large, 20 mètres de long et 20 mètres de haut, quoi. Enfin, c'est une énorme boule dans une énorme salle et c'est tellement complexe à faire fonctionner. Voilà. Après, même nous, on n'a pas toutes les sensations dans un simulateur. Il nous manque certaines choses. Après, ce qui est étonnant, c'est qu'on est capable de faire les mêmes temps autour et d'avoir les mêmes problèmes et d'avoir les mêmes... Quand on regarde les graphiques de vitesse, de volant et tout, on arrive à faire pareil. Mais il te manquera toujours un peu de sensation. Un peu comme finalement un simulateur de vol. Le simulateur de vol Air France pour les pilotes. Voilà, où il manque toujours un petit quelque chose, même si tu arrives à faire des choses assez extraordinaires. Après, les jeux vidéo, c'est de mieux en mieux. Je sais que j'ai pas mal de potes qui font des courses en ligne et tout. Moi, avec 3 enfants, de toute façon, j'ai pas le temps. J'ai un beau simulateur à la maison, avec le volant Fanatec et tout qui va bien. Mais avec les enfants à la maison, ça marche pas. Ah, ce serait drôle de te voir te loguer et voir si tu arriveras à plier tout le monde. Ouais, bah écoute, je sais qu'il y a Max Verstappen, il y a Lando Norris qui en font beaucoup. Il y a un petit pilote suisse qui fait de la Formule 2 qui s'appelle Louis Delettra, je sais qu'il joue beaucoup aussi. Moi après, non, si je joue aux jeux vidéo, c'est plus des jeux de rallye ou alors Call of Duty, tu vois, c'est très différent. Pour se détendre. Alors on va continuer dans le parallèle sport de glisse Formule 1.
avec 3 petites questions. Alors, est-ce que tu peux me dire, est-ce que ta plus grosse peur, tu l'as eu en Formule 1 ou dans un sport de glisse? Bonne question. En Formule 1, j'ai plus l'impression de maîtriser les choses que sur les sports de glisse, parce que c'est mon métier, parce que c'est ce que je fais depuis 20 et quelques années maintenant. Après une Formule 1, je me souviens en 2015, au Grand Prix de Russie, je suis parti en tête à queue à presque 300 km/h et je tapais le mur à 280. Au moment où parce que tu le sais, à ce moment-là, tout est au ralenti, c'est bizarre. Hein. Tu regardes la vidéo, ça va à une vitesse folle et dans la voiture, c'est au ralenti. Je me suis dit, ouais, là, si je m'en sors qu'avec une jambe cassée ou un truc comme ça, j'ai de la chance, ça va bien se passer. J'ai rien eu, bon, j'ai vu beaucoup d'étoiles et j'avais mal partout, mais j'ai rien eu, donc je dirais s'il y a un moment qui ressort un petit peu, tu te dis là je vais en prendre une bonne, c'est ce jour-là. Ouais, ce que tu dis, c'est que tu peux avoir vraiment toi de l'appréhension quand tu vas aller faire du kite ou du ski. Les plus grosses peurs, ça va être en Formule 1, j'allais te demander c'était quoi ta plus grosse boîte et c'est probablement... c'est celle-là, ouais. C'est celle-ci. Et avant de te demander c'est quoi ta plus grosse galère, je fais une transition sur quelque chose dont je voulais discuter avec toi. Moi je sais à titre perso, pas à titre de course, mais j'ai déjà eu des gros accidents, des gros impacts en voiture et en moto. Et j'ai vu des films, j'ai lu des choses. C'est un peu cette fascination du crash, c'est-à-dire j'ai pris un mur, moi j'ai pris un mur en voiture, j'ai pris un gars, une moto pleine face. Et après il y a cette espèce de truc, et ça m'est arrivé au volant de conduire, elle me dit, cette espèce d'attirance sur le crash de dire mais en fait il peut jamais rien m'arriver. Je voulais savoir si toi c'est quelque chose qui t'était arrivé. Non, écoute, non. Je sais que je fais un métier à risque. Voilà, même si la sécurité a bien augmenté depuis 20 et quelques années, je dirais que l'accident d'Ayrton Senna, ça a vraiment été le déclencheur en termes d'augmenter la sécurité en Formule 1. Je sais que je fais un métier dangereux et j'ai une famille à la maison, donc c'est vrai qu'en début d'année, je prépare tout, que ce soit assurance, papier, etc. Enfin, c'est pas des moments plaisants, mais il faut que tout soit prêt au cas où il m'arrive quelque chose. Et après, je sais que j'aime quand il y a cette notion un petit peu de risque et de sensation, quoi. J'aime me lancer dans une pente à 45 degrés en ski, j'aime partir en kite et essayer de faire des gros sauts et me faire plaisir. Donc j'ai besoin en fait de cette adrénaline dont j'ai toujours eu besoin depuis que je suis gamin. Mais la sensation de rien ne peut m'arriver, non, pas vraiment. C'est toujours que voilà, il peut se passer quelque chose et qu'il faut essayer de rester un maximum dans ce qu'on sait contrôler. T'es pas un trompe-la-mort en fait. Non. Tu vois, tu me demandes d'aller à Nazaré surfer, je te dis non tout de suite. C'est même pas la peine. Bien qu'avec le départ en jet ski, ça m'aiderait parce que pagayer, c'est la pire partie. Ouais, ouais, c'est clair. Alors ça m'amène justement à la question que je vais te demander, savoir si la plus grosse galère, ça avait été en Formule 1 ou en kite. Non, écoute, je crois que ça a été en kite. Ça a été cet été au Portugal, à Guincho. Et je me suis retrouvé vraiment dans une situation compliquée. On parlait des peurs, si là, à ce moment-là, j'ai eu peur. Je l'avais oublié, tu vois, je l'avais mis dans un coin de ma tête. Où je me retrouve, il n'y a plus de vent et je suis au large, j'ai 2 mètres de houle et du coup je déhook le kite, je pose la board et là j'arrive pas à rentrer à la nage, je lâche tout, j'arrive pas à rentrer à la nage, je me fais éclater par les vagues et tout, j'appelle le sauveteur qui avait pas du tout envie de venir parce qu'il y avait trop de courant. Mais c'est aussi des moments où tu te dis bon allez voilà maintenant t'es face à tes responsabilités et qu'est-ce que je peux faire de mieux pour m'en sortir, quoi. Donc tu nages d'un côté, ça marche pas, tu regardes de l'autre, tu regardes où est parti ton kite, où est parti ta board. Bon, tu te dis s'ils sont allés là-bas, c'est que le courant doit aller vers là-bas, donc tu y vas. Ah, c'est smart ça. Ouais, j'ai encore des cicatrices sur les mains parce que j'ai fini dans la falaise à escalader. Parce que du coup, tu étais sur le spot principal de Guincho. Ouais, et puis si tu regardes face à la mer, sur la gauche, il y a une grande falaise. Ouais. Et j'ai fini là-dedans. Très bien. Mais au moins, j'étais sorti de l'eau. Il y a un petit resto et après, il y a une petite plage où tu peux aller rider. Voilà, moi, j'étais là-bas, donc ouais, à ce moment-là, c'était un peu chaud. Après, le lendemain, j'étais en kite encore, quoi. Ouais. Donc, faut remonter, quand on tombe de cheval, il faut remonter dessus. Et c'est typiquement ce que j'aime bien faire. Donc, pas à Guincho, sur un autre spot, mais j'étais retourné en kite. Ah, parce que pour ceux qui ne connaissent pas Guincho, donc c'est un spot qui est juste à côté de Lisbonne, à peu près 20 minutes. Cascais, ouais. Et l'été, peut y avoir 35-40 nœuds. Il y a un shore break qui peut péter selon les marées, mais vraiment à 2 mètres, 2 mètres 50. Donc, il faut vraiment avoir envie de se jeter à l'eau. Et ensuite, ouais, il peut y avoir... et de la vague, et de la houle, et de la caillasse. Exactement. J'aurais bien voulu qu'il y ait plus de vent parce que là, je suis pris une énorme dévente et du coup, impossible de revenir à la plage. Et le kite qui tombe dans l'eau et là, on est un peu tributaire, quoi. Moi, je te rassure, c'est arrivé
à tout le monde. Hein. Ouais, j'ai cru comprendre. Mais... Voilà, au kite, tu as forcément la première galère. Avant de reparler un peu de kite et tes débuts, je voulais qu'on parle un peu de Formule 1. Moi, c'est quelque chose que je connais moins bien. J'ai la chance de t'intercepter à l'intersaison, ici à Genève. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui se passe entre la fin du championnat, la période de break, je ne sais pas comment elle s'appelle. La pause hivernale, les vacances finalement. Voilà. Et la reprise, qu'est-ce qui se passe? Tu conduis des voitures là en ce moment? Tu t'entraînes? Non, du tout. Alors en fait, c'est vrai que pour les téléspectateurs, ça paraît relativement long parce que le dernier Grand Prix c'était le 1er décembre et le prochain c'est le 15 mars. Donc les gens se disent, bon, bah, ça va, t'as 4 mois et demi off. Mais en fait, pas du tout. Décembre en général, jusqu'au 15-20 décembre, tu finis tout ce qui est appearance marketing, visite d'équipe, les fêtes de Noël, etc., à droite à gauche. Donc ça t'emmène vite à, on va dire, mi-décembre. Et puis fin janvier, tu vas faire ton siège, tu remontes dans le simulateur. Mi-février, on a les essais privés qui commencent. On a 2 fois 3 jours à Barcelone. Et puis, Grand Prix en Australie, c'est le 15 mars, mais il faut déjà y aller le 7. Le 6 ou le 7, tu as déjà 2 jours d'avion, tu as le décalage horaire, etc. Donc, en fait, pour nous, vraiment, le temps off, je dirais, c'est mi-décembre, mi-janvier. Et encore, c'est du temps off et c'est le seul moment de l'année où tu sais où tu vas être tous les jours et tu peux vraiment planifier une préparation physique fixe et précise. Donc en fait, ça s'arrête jamais vraiment trop. Tu arrêtes de voyager, ça c'est pas mal. Ça doit être cool. Quand tu as fait, je sais plus combien de fois on fait le tour du monde par année, enfin le tour de la Terre en avion, c'est fou. Tu arrêtes de prendre des décalages horaires, tu peux te reposer aussi. Effectivement, on touche pas de voiture, donc l'entraînement, c'est du tennis, du vélo, de la course à pied, de la randonnée à ski, de la gym, tout ce que tu peux faire à droite à gauche, des exercices de réaction. Mais il n'y a rien qui se rapproche vraiment d'une Formule 1, donc faire du karting, oui, pour le plaisir, aller rouler sur la glace de temps en temps, pareil, pour le plaisir, mais finalement, j'ai rien qui est vraiment proche de la Formule 1. Oui, est-ce que tu dis même la période d'essai que tu décris à Barcelone, en fait, elle est commune à toutes les équipes? Elle est commune à toutes les équipes, on n'a que 2 fois 3 jours, et c'est pour l'équipe, donc c'est 2 fois une journée et demie par pilote. Imagine qu'il pleuve sur une journée, ça te laisse 2 jours en tout et pour tout dans la voiture avant d'arriver au premier Grand Prix. Donc c'est vrai que c'est un sport qui est assez unique de ce côté-là. C'est comme si on jouait aux joueurs de tennis, bon bah voilà, t'as 3 jours pour t'entraîner et puis après c'est que les tournois. Et les gens disent ah bon c'est vrai, bah oui parce qu'en fait ça coûte tellement cher de faire rouler une voiture et ça déplace tellement de personnes. Pour réduire les coûts en Formule 1, ça a été une des premières choses qui a été annulée, c'est tout ce qui est essai privé. C'est vrai que quand tu as un blocage ou un truc que tu ne maîtrises pas pour le travailler, finalement tu travailles sur les compétitions. Ouais, donc même si tu es aujourd'hui, même si tu es un milliardaire qui investit dans la F1, même s'il voulait faire tourner des voitures toute l'année pour que ses pilotes soient les plus entraînés, il a juste pas le droit. Il n'a pas le droit. Voilà, c'est une limitation. Pourquoi pas? Moi je trouve cool. De toute façon, maintenant on a une course quasiment toutes les semaines et demie. Est-ce que tu peux me décrire un peu ta journée type en ce moment de préparation physique? Bah écoute, en ce moment, c'est simple, c'est se réveiller, c'est emmener mes enfants à l'école, parce que j'en profite vraiment quand je suis là de passer du temps avec eux. Après, le matin, on va faire 2 heures de gym, tout ce qui est renforcement musculaire, tout ce qui est abdos, nuque, haut du dos, bas du dos aussi. Et puis l'après-midi, c'est une séance de cardiovasculaire. Moi, je suis un grand fan de vélo, donc là, je fais beaucoup de vélo d'intérieur. Et puis si les conditions sont là, soit du ski de fond, soit du ski de randonnée, parce que c'est top et... Quand il fait beau, quand il y a la neige et quand on peut être dehors, c'est magnifique. Alors, je t'ai souvent entendu dire qu'il fallait être super musclé de la nuque pour être pilote de Formule 1. Et je me suis demandé, mais alors comment tu fais pour te muscler la nuque? Je m'imaginais que tu tenais un poids dans tes dents et que tu baissais et levais la tête. Alors, mais... heureusement, on a des harnais qui sont faits pour la tête. Mais c'est un peu le principe en fait. D'accord. Il y a la gym, on prend un poids, ce que vous utilisez normalement pour faire des triceps ou des biceps. Nous, on accroche justement ce harnais pour la nuque, où je m'assieds un peu plus loin et puis après on travaille soit des répétitions, soit de l'isométrique où on tient le poids sur 1 minute, 1 minute 30, 2 minutes. Mais bon, 2 minutes, il y a 4 côtés de la nuque, ça fait déjà 8 minutes par tour. Faut faire 3 tours, ça fait vite 24 minutes où tu es assis et tu fais que tenir un poids dans la tête et tu peux rien faire d'autre parce que tu as le truc devant les yeux. C'est extrêmement chiant. Ouais, je pense que c'est le pire truc de la... Les gens, quand ils rentrent dans la gym, ils disaient ça va, mais vous faites quoi là? Vous faites des exercices un peu bizarres? Non, c'est juste le seul moyen qu'on a de tenir la nuque. Mais bon, si tu me mets les pieds sur une chaise et la nuque, enfin la tête sur une autre chaise et tu me demandes de faire une planche, je suis capable de le faire, quoi. Donc on a une force, tu vois, une tête ça fait 7 kg, un casque ça fait 1 kg. Quand tu prends 7G au freinage, ça fait 49 kg qu'il faut retenir. Donc tu te dis sur un freinage ça va, mais quand on a déjà 6 ou 7 par tour et que tu as 60 tours, forcément le calcul vite, ça fait beaucoup de G. Et alors, tu as aussi évoqué plusieurs fois là, le tennis. Alors, c'est parce que toi, tu aimes bien jouer au tennis? Oui, je suis un grand fan de tennis. Et en fait, tout ce qui est œil, coordination,
Le tennis, c'est très bien pour nous. Parce que idéalement, il faut que ta balle soit au centre de ta raquette et tout, il faut se positionner. Faut bouger, ça va dans tous les sens et c'est un peu comme une Formule 1 quoi. Quand tu rentres dans un virage et que ça bouge et que la tête elle bouge, c'est pas forcément facile de regarder exactement où tu veux aller. Quand tu cours, il faut s'arrêter et puis il faut regarder la balle, il faut la placer dans la raquette. Moi, je pense que c'est un bon exercice. Je mets tennis, mais on fait squash, paddle aussi. Donc voilà, c'est un peu tout ce qui est avec une balle. Tout ce qui est de la proprioception, c'est assez important. Et c'est vrai que quand on regarde la Formule 1, on voit, ou les échauffements, notamment il y a le docu Netflix qui est sorti, on voit pas mal de backstage. On voit assez souvent des exercices de pilotes qui essayent de rattraper des balles. Et je me dis, c'est cool, moi je faisais ça quand j'étais petit au centre aéré. Ça sert vraiment à quelque chose. Tu as plus de réflexes en faisant ce type d'exercice ? Écoute, en tout cas, ça te permet d'activer tout ce qui était neurones. Le réflexe, ça passe par un neurone, donc il faut essayer de les activer. Beaucoup de jonglage, moi je fais du jonglage, 3 balles, 4 balles, effectivement essayer de rattraper des balles, s'envoyer, faire des petits jeux comme ça. Il y a pas mal de sports, je pense au ski, tu vois, tu rentres dans ton portique de départ et puis faut y aller. En Formule 1 c'est ça, tu rentres sur la grille de départ, t'as pas eu l'échauffement avant, il faut y aller, il faut être prêt tout de suite. On a parlé de l'intersaison, tu vas enchaîner sur ta 5e saison chez As ? Ouais, je crois que c'est ça. Ouais. La 5e saison. Même plus, je sais plus. Je crois que c'est la 10e en Formule 1 et la 5e chez As. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça fonctionne le mercato pour les pilotes ? Est-ce que c'est pendant l'intersaison ? C'est n'importe quand ? C'est comme au foot, il y a des périodes de draft ? C'est drôle qu'on en parle aujourd'hui parce qu'il y a une news qui est tombée là aujourd'hui où Max Verstappen a annoncé qu'il restait chez Red Bull jusqu'en fin 2023. Alors qu'en fait, on s'attendait tous à ce que 2020 soit une grosse année parce que sur les 20 pilotes de la grille, je crois qu'il y en avait 18 qui étaient sans contrat pour 2021. Là, il y a Charles Leclerc qui a été annoncé il y a quelques semaines chez Ferrari jusqu'en 2024, il me semble. Et là, Max Verstappen chez Red Bull jusqu'en 2023. Donc ça fait 2 gros noms dans 2 grosses équipes qui restent. Et je ne m'attendais pas du tout à ce que ça se passe pendant l'hiver. Donc on n'a pas de moment où ça se joue pas. Il n'y a pas de date précise. C'est vraiment en fonction de l'offre et de la demande. Je pense que 2020, il faut faire un bon début de saison et je dirais que fin mai, début juin, tu commences les bonnes discussions et si les choses se passent vraiment bien, fin août, début septembre, tu as signé pour l'année d'après. Est-ce que après c'est 1 an, 2 ans, 3 ans ? Est-ce que c'est des options ? Et ça, on ne discute jamais les détails, mais en général, c'est un petit peu comme ça. Et puis, il y a d'autres années où tu attends, je me souviens, fin 2012, moi, on m'a dit le 8 décembre que je serais dans la voiture en 2013. Donc là, tu attends super longtemps et tu es un peu stressé. Et là, toi, donc tu te dis, tu as eu cette information sur Max Verstappen. Pourquoi c'est une information pour toi ? C'est parce que tu te dis, il y a déjà des mecs qui sont sur des négos long terme ? C'est ça, il y a des mecs qui sont sur des négos long terme. Max Verstappen, il y avait les rumeurs, est-ce qu'il va partir chez Mercedes ? Est-ce qu'il va partir chez Ferrari ? Non, il ne bouge pas de chez Red Bull. Donc après, tu fais un puzzle avec tous les joueurs et au fur et à mesure, tu les bouges, tu crées les scénarios les plus fous. Et puis ça te permet aussi de voir où est-ce qu'il y a des ouvertures et où est-ce qu'il n'y en a pas. Alors c'est une bonne transition, les autres pilotes. Je voulais savoir, est-ce que tu sais s'il y a d'autres pilotes qui ride ou qui font des sports de glisse ou outdoor ? Je sais que Lewis Hamilton adore le surf. Il le poste souvent sur ses réseaux. Et après les autres, non écoute, j'ai vu Carlos Sainz une fois faire un peu de wake surf. Mais il n'avait pas l'air d'être super habitué. Il aurait tenu debout sur la planche, mais il n'y avait pas de figure ou de tentative de figure. Et après, en kite, je sais qu'Alex Wurz, qui est un ancien pilote de Formule 1, en fait pas mal. On a prévu d'aller rider ensemble. J'ai vu qu'il commentait de temps en temps tes posts Insta exactement. Sur le kite. Non, les autres, je crois pas. Dommage parce que c'est vraiment un sport qui... Bon, après, il y a trop de monde sur les spots, donc c'est pas mal s'il n'y a pas trop de monde finalement. Et je trouve, je me faisais la réflexion qu'il y a quand même, j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de storytelling sur la rivalité entre pilotes. Si tu regardes le dernier docu Netflix, c'est limite si les mecs s'insultent pas dans les coulisses. Est-ce que tu pourras aller rider ou partir en week-end avec les autres pilotes et sans vous y problème. prendrez Alors plaisir. après, le truc, c'est que comme tu as 22 Grands Prix, 22 week-ends dans l'année où tu es déjà pris et loin de ta famille, tu vas pas en prendre forcément plus. Mais après, quand on est ensemble dans les avions, on s'entend bien, on rigole, il n'y a pas de... Alors oui, il y a une rivalité de ouf sur la piste, il y a 20 places dans le monde, quand tu penses 20 places dans le monde, c'est même pas une équipe de foot au complet. Donc forcément, oui, moi j'ai envie d'aller chez Ferrari ou chez Mercedes ou chez Red Bull, avoir une super voiture et de me battre pour être champion du monde, comme 19 autres. Donc au final, c'est la guerre et tu peux pas vraiment avoir d'amis parce que tu es obligé de sortir un mec pour rentrer.
Après, le jour où ça s'arrête, on sera tous amis, on sera tous très proches. Et après, il y a un énorme niveau de respect parce qu'on fait un sport qui est très dur, où il y a des risques. Et encore une fois, on est 20 dans le monde. On parle de la saison. J'ai regardé le calendrier du championnat en 2020 et je me suis dit, tiens, est-ce qu'il y a des spots? Est-ce que Romain il va pouvoir les rider entre deux Grands Prix? J'ai regardé un petit peu. Les deux premiers déjà. Tu as le Grand Prix d'Australie en mars 2020 qui est pas mal. Melbourne, c'est assez cool. Effectivement. Et tu as Bahreïn derrière. Et Bahreïn, ouais, ça peut être pas mal. Bahreïn, j'ai ridé l'an dernier. Il y a un bon spot de kite avec de l'eau super plate. Et il y avait du bon vent. On avait 18 ou 20 nœuds, c'était bien. Il y a Zandvoort que j'ai noté aussi. Alors après, c'est un Européen, il faut que j'explique. Faut que je demande à ma femme si je peux partir le mercredi matin et partir du mercredi soir. Et il faut qu'il y ait du vent ce jour-là. Quoi. Et puis alors, Zandvoort, ça peut vraiment cartonner. Ouais. En plus, Barcelone, j'ai ridé l'an dernier. Ouais. Et après, les autres. T'as le Brésil. Au Brésil, on est à Sao Paulo. Ouais, donc on a un petit peu 3 peu heures loin, de route, c'est pas idéal. C'est pas idéal. Et puis, comme c'est un Grand Prix qui est tout seul et qu'il y a peu de décalage horaire, finalement, j'arrive le mercredi matin, je repars le dimanche soir. Donc, tu vois, ça me laisse très peu de temps. Et je m'en étais noté un dernier à la maison pour l'écurie, c'est le Grand Prix des États-Unis à Austin. T'as Corpus Christi qui est à 3h30 de voiture. Je me suis dit, toi, tu pourras le faire ça en 2 heures, l'aller-retour. Ça peut être pas mal. Aux États-Unis, il faut pas rigoler avec les limitations de vitesse. Les shérifs, ils aiment pas trop ça. Et on avait une histoire avec mon coach qui avait roulé un peu trop vite il y a 1 ou 2 ans. Il voulait le mettre en prison pour la nuit. Ah. J'avais essayé de pousser le policier pour qu'il le fasse, comme je suis un super bon pote. Et finalement, on s'en est sorti. Mais on est beaucoup pris aux États-Unis, donc c'est vrai que c'est dommage. Après, comme c'est États-Unis-Mexique cette année, peut-être que je vais en Californie après Austin le dimanche soir. Et avec le décalage horaire, finalement, tu arrives relativement tôt en Californie. Donc ça me laisserait lundi, mardi. Après, il faut qu'il y ait du vent ce jour-là, quoi. C'est le problème. Mais tu réponds à ma question, je me suis dit, mais est-ce qu'en fait, tu as le temps de rider pendant la saison? Tu arrives à t'échapper un petit peu, en fait? J'arrive à m'échapper un petit peu, et puis sinon, je suis sur le lac Léman. Ou alors en Normandie chez mes beaux-parents, où j'ai un pote, Alex Kazergue, qui est du côté de Marseille, qui a le record de vitesse en kitesurf. C'est un grand malade. Je sais pas comment il a fait pour prendre 107 km/h sur un kite. Et je vais aller rider avec lui probablement début février. Je sais qu'il est de retour, donc s'il y a du vent à côté de Marseille, je prends la voiture, je descends pour une journée. Canon. Je voulais revenir sur justement tes débuts en kite. Moi, j'ai découvert que tu faisais du kite sur un post Instagram de mon école de kite, là où j'ai commencé moi il y a 15 ans en Normandie chez Kiter. Je me suis dit, tiens, il y a Romain Grosjean qui fait du kite. En lançant ce podcast, je me suis dit, il faut absolument que je le contacte. Comment tu t'es retrouvé à commencer le kite en Normandie alors que toi tu fais le tour du monde partout? C'est assez rigolo. Non, alors en fait, j'ai commencé à la base en rep d'homme et ça fait des années que je voulais essayer. Et après, je suis pas patient, donc ça m'embêtait d'apprendre à diriger un kite sur la plage et puis après faire tout ce qui était... Parce que c'est un peu long avant de finalement rider. Ça m'a pris 5 heures, je crois, de cours, donc c'était relativement court quand on y pense. Mais j'avais pas envie, puis on arrive en République Dominicaine et puis... À Cabaret, du coup? Non, on était à Punta Cana. Et il y a 3 ou 4 jours de vent, je jouais avec ma femme au tennis et la balle, elle partait toujours et tout. Et il y avait beaucoup de vent, et je disais, c'est pas plaisant ce vent et tout, puis je voyais des kites. Et puis c'est ma femme qui me pousse, qui me dit, bah écoute, pourquoi t'essayes pas? Et je me dis, ouais, mais bon, tu sais, sur la plage et tout. Bon. Avec le casque, le gilet orange. Ouais, j'y vais, et puis je rencontre Max, mon prof de kite là-bas, le fameux Belge, qui m'a fait acheter le Boo 3.0. Et on fait une petite demi-heure sur la plage avec le kite, bon, ça se passe pas mal. Ensuite, on fait dans l'eau, on fait le body drag, et puis après, on est passé relativement vite avec la board au pied. Et après, ma femme a détesté son idée, puisque je crois qu'il y a une journée où j'ai pris toutes les leçons de la journée. J'ai pris le créneau de 10h, de midi, de 14h et de 16h, et elle m'a détesté. Et je suis tombé complètement amoureux du sport. Et puis après, quand tu commences à rider, à prendre de la vitesse et tout, c'est énorme. Après, j'ai commencé à regarder où est-ce que je peux rider. Et effectivement, en Normandie, j'ai mes beaux-parents qui habitent du côté de Cabourg. Il y a 2 écoles, il y a Kiter et l'autre. Et mon beau-papa, je le lance en mission. Je dis, bah écoute, va voir les 2 écoles. Et donc, il va voir la première. Et le mec voulait pas se déplacer là au téléphone et tout. Et il va chez Kiter. Il me dit, écoute, ils ont l'air super sympas. Ils t'attendent, machin. C'est les grandes marées, il y aura du vent. Au mois d'avril. Bon, il y avait les grandes marées, il n'y avait pas de vent. La classique. Pas de bol. Mais on a quand même réussi à rider un jour. Et puis voilà, je suis resté en super bon terme avec l'école là-bas. Ils me conseillent quand il faut choisir du matériel. Tu vois, quand j'ai tout commandé là pour le matériel de la Normandie avec du automne, ils m'ont dit bah voilà, prends une Deuce et puis prends 2 Rebelles, tu seras pas mal. Voilà les tailles, etc. Donc la planche, prends la Select Extreme.
et tu vas t'éclater. Donc là, je regarde déjà les dates pour aller en Normandie. Air France avait mis l'an dernier en place un Caen-Genève, Genève-Caen. C'était extraordinaire et ils l'ont annulé au mois de avril 2019. Le vol n'existe plus, donc j'ai un peu les boules parce que écoute, on va lancer un appel pour que. Ouais, c'est ça, Air France, s'il vous plaît, remettez le vol parce que c'était vachement pratique. C'est drôle. Et du coup, tes home spots aujourd'hui, donc c'est potentiellement Franceville, Franceville, le lac. Le lac Léman, qui est pas facile. Les plages, elles font 10 mètres maximum de large, donc il faut savoir revenir au point de départ. Le vent qu'on ride le plus souvent s'appelle la bise. Et il gèle. Déjà, il est très froid. T'enlèves 5 degrés à la température ambiante. Le lac refroidit super vite aussi. Et surtout, il est très rafaleux. Tu peux avoir 25 nœuds avec des rafales à 45, facile. Donc, faut être bien accroché. Mais bon, c'est 5 minutes de la maison, donc on va pas se plaindre. Et il y a une super communauté de riders. Je connais plein de Suisses qui rident sur le lac et qui envoient du lourd. Ouais, non, il y a des mecs qui gèrent bien et donc c'est top. Et puis, je dirais que c'est les deux home spots un petit peu. J'ai lu partout que tu te décris comme un natural born competitor, donc tu as la compétition dans le sang. Est-ce que ça s'applique dans le kite? Je suis un perfectionniste et je suis un compétiteur, donc faut que j'essaie de faire mieux que les autres, faut que j'essaie de faire plus haut, plus fort, voilà. Alors après, je connais mes limites et je sais que je serai malheureusement ou probablement jamais un rider pro en kite, mais j'aime bien essayer de pousser les trucs et aller chercher des bonnes limites. C'est quoi ton trick en ce moment que tu travailles? Écoute, là j'ai fait les premiers, donc je passais le back roll, le front roll. Là j'ai le dark slide que j'ai un peu en idée, j'ai le tabletop et puis le hangman ou le deadman, je sais plus comment il s'appelle. Voilà, des trucs où tu mets un peu la tête en bas, si ça se passe mal, bon moi c'est moins bon. Donc ça, le dark slide, c'est ce trick où tu laisses traîner la planche qui est ultra stylé. Et en objectif ultime, ce serait quoi en kite en termes de tricks ou de niveau, de spot, de vague? Écoute, après c'est de découvrir différentes disciplines dans le kite. Le surf, la planche de surf et les vagues, c'est pas encore un truc que j'ai testé. Pour le moment, je suis sur du twin tip, mais je m'éclate vraiment bien comme ça. Donc je me suis pas vraiment mis d'objectif. Je vais essayer, comme je te dis, j'essaie de rider. J'ai la chance d'avoir ridé dans déjà pas mal de pays. Je vais essayer de continuer à rider quand je peux avec les voyages et tout. Et trouver des bonnes sensations et puis à un moment s'il y a des vagues à Cap Town ou je sais pas quelque part, pourquoi pas essayer la planche de surf, le foil à un moment, parce que quand il y a moins de vent finalement tu peux quand même rider. C'est ça qui est cool pour le moment, c'est un champ des possibles qui est énorme. Et moi j'avais comme toi, je me souviens de la première session de kite que j'avais fait en Thaïlande, j'avais vu un mec faire un deadman. Donc le deadman, c'est une figure où on lève la planche complètement en l'air, on a la tête vers le bas. Et même on lâche les bras un peu en position de Christ inversé. Et je m'étais dit, un jour je veux pouvoir faire ça, c'était mon but ultime. Je dirais qu'en trick, en twin tip, c'est le walking Jesus, qui peut être cool à un moment, mais il y a encore un peu de travail. Ouais, le Jesus walk, donc c'est ce trick où tu as la board dans la main et tu marches sur l'eau. Les mecs qui font les limites, c'est fou quand tu regardes les vidéos un peu de Kevin Langery, c'est ça? Les sauts qu'il fait, c'est de la folie douce quoi. Quand tu les vois monter à plus de 30 mètres de haut, tu te dis mais c'est un bâtiment de 10 étages, là faut être fou. Ouais, mais c'est cool, c'est cool. T'évoquais ton matériel et j'anticipais ça. Je me suis dit les pilotes de F1, c'est des mecs qui sont sur le matos, qui sont sur les réglages. J'anticipais, je me suis dit à mon avis quand les gars ils se mettent au kite, au ski, ils sont un peu dans le matos. Tu peux nous décrire, c'est important pour toi le matériel? Ouais, c'est important et c'est un aspect que j'aime bien. Donc c'est vrai que les réglages, trouver la board qui va bien. Alors au début, tu n'as aucune idée de la différence entre les différents kites, entre les différentes boards. Et puis finalement, tu avances un petit peu et tu te dis ah ouais, je comprends, celle-là je l'aime bien, celle-là j'aime bien, celle-là je l'aime moins. Ça donne ça, etc., etc. Et puis après, je crois qu'au début, ce qui est important, c'est qu'on te conseille bien. C'est que les gens à qui tu parles te conseillent, tu dis voilà, écoute, essaye ça. À la maison, j'ai des ailes, des Dice, en Suisse, et puis en Normandie, j'ai de la Rebel et de la Deuce. J'ai une planche Rime ici et j'ai la Select Extreme en Normandie. Comme ça, en fonction des jours, je peux mixer et me faire plaisir. Et est-ce qu'en Formule 1 comme en kite d'ailleurs, est-ce que tu as des connaissances en aérodynamique et est-ce que les connaissances que tu as en Formule 1, tu as commencé un peu à te poser des questions sur le kite? Ouais, en fait, quand j'étais dans ma carrière de développement de pilote, on m'a toujours dit qu'est-ce que tu veux faire si tu n'es pas pilote de Formule 1 et j'avais envie d'être ingénieur aérodynamicien. Donc c'est un truc qui m'intrigue, vraiment.
Après, avant de commencer le kite, je comprenais rien au vent, mais absolument rien. Je savais pas dans quelle direction ça allait, je savais pas comment ça fonctionnait. Et maintenant, ça commence à aller un peu mieux, mais c'est vraiment un truc assez spécifique, notamment sur le lac Léman. On sait que les navigateurs ici, il y a des vents très particuliers, il y a des phénomènes assez ouf, et tous les navigateurs qui vont vite sur le lac Léman savent en général aller assez vite ailleurs. Donc c'est assez intéressant de voir ces phénomènes de nature. Tu commences à parler de thermique, tu commences à parler en nœud. Les gens ils te regardent avec des yeux. Les trucs paraissaient être complètement fous quand tu en parlais. Il y a du vent, les arbres bougent. Non, après tu commences à regarder le vent, les différents types de vent, à quel moment il va prendre, à quel moment le thermique va fonctionner. Est-ce que sur les applications, tu prends la super forecast ou la prévision normale et tu pars dans un domaine qui est complètement fou. Et pareil avec les ailes, tu regardes un peu la différence. Voilà, celle-là, elle a un peu plus de bord d'attaque, un petit peu moins. Les lignes, je les mets où, sur quelle position. C'est top. Dans la vie en général, toi, tu peux avoir un peu une tendance à être un peu geek. Complètement. Voilà. Donc, informatique, médias. Moi, j'ai 4 applications de vent sur le téléphone déjà. Tout ce qui est GoPro et compagnie, j'adore. Je me suis mis un peu à faire du montage vidéo, alors très amateur, mais je me suis mis à faire du montage vidéo assez rigolo. À faire partager. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir les réseaux sociaux, donc les utiliser à bon escient. Donc toi, tu es un bon client, accessoires. Ouais. C'est bien, c'est pratique, on sait toujours quoi t'offrir en fait. C'est ça. On sent que toi, tu es bien hooké au kite. Je voulais te faire passer un petit test d'addiction. Combien de sessions par an en général ? Autant que possible. Donc là, tu vois, je regardais l'application, je voyais que vendredi, il y avait du vent à Bordeaux, sur le bassin d'Arcachon. Donc j'ai regardé les vols, j'ai vu il y avait un vol jeudi soir à 21h30, il y en avait un qui rentrait vendredi à 17h. Je dis c'est bon, ça passe, je peux y aller. Ah ouais, t'es bien accroché. J'ai pas eu l'accord de la direction. Parce que j'ai encore 2 enfants en vacances cette semaine, mais ouais, je regarde assez partout où est-ce que je peux aller. Je te dis, entre les Grands Prix, quand on a 2 jours off, je regarde un endroit où il y a un spot, quoi. Ouais, donc t'es bien accroché. T'as combien de boards et d'ailes ? T'as utilisé 2 boards ? 2 boards, 6 ailes, 2 barres et 3 ou 4 combis. Et attends, on n'a pas parlé des wakeboards et des wakesurf. Ah ouais, ça compte. Parce que j'ai aussi 2 wakeboards et 4 wakesurf. 4 wakesurf ? Il faut j'ai plus les termes. J'ai une surfboard, j'ai une board très très fine et puis j'en ai 2 pour les débutants. Voilà. Ah, donc t'es bien équipé. Tu passes combien de temps à regarder des vidéos de glisse par jour à ton avis sur les réseaux ? Écoute, ça va mieux, je me lâche un petit peu. Après, depuis que j'ai découvert l'application du Auton Academy sur le téléphone, elle est d'enfer, quoi. Enfin, je te la conseille à absolument tout le monde parce que les tutoriels sont vraiment bien faits. Et après, sur YouTube, il y a 2 chaînes que j'aime bien, c'est One Launch Kiteboarding et j'ai oublié le nom de la deuxième. Peut-être CNK, Christina. Non, l'école du côté de Montpellier. Une école de kite dans le sud de la France. Donc j'ai oublié le nom, mais voilà, c'est ceux que je regarde de plus en plus. Donc tu peux passer du temps dessus. Un petit peu. Oui. Ouais. Et je me demandais, c'est quand la dernière fois que tu es parti en vacances sans rider ? Ça n'est pas arrivé de l'année 2019. Très bien. Voilà. Ouais, bon, toutes les destinations étaient toutes basées kite et je vais même te dire plus, l'été 2020 c'est kite et on est en train de discuter avec ma femme sur l'hiver 2020. On était au ski là, elle a eu un petit accident donc elle n'a pas forcément envie de revenir au ski l'hiver. Donc il faut trouver un club d'été, il faut trouver un club où il y a pour les enfants aussi. Et du coup c'est un peu voilà, où est-ce qu'on va aller, où est-ce qu'il y a du vent, où est-ce que les statistiques sont bonnes et où est-ce qu'on peut se faire plaisir. Très bien. Bon, moi, ça fait 15 ans que je suis sur le dossier. J'aurai des adresses à te donner tout à l'heure si tu veux. On a évoqué donc les autres sports de glisse que tu pratiques. Donc toi, tu fais du kite, du ski, j'imagine, de manière exceptionnelle, du wakesurf. Il y a d'autres sports de glisse que tu pratiques ? Écoute, wakeboard, ski, kite, wakesurf, un peu de surf quand l'occasion s'y présente. Encore une fois, quand je suis debout sur la planche, ça va. Mais ramer, c'est pas mon truc. Wow, je suis jamais au bon endroit au bon moment, quoi. J'ai pas la notion de la compréhension de la vague. Non, c'est déjà pas mal. Et justement, donc on le dit, hein, toi tu voyages beaucoup, en même temps tu as tous ces kiffs, toutes ces passions. Comment tu arrives à concilier ta carrière pro qui est super prenante, ta vie perso qui est bien remplie avec ta femme et tes 3 enfants en bas âge, et toutes tes passions ? Comment tu t'organises tout ça ? Écoute, il y a des choses
que je suis Alors, c'est le obligé- moment en général où tu dis ma femme est extraordinaire. D'accord, non, mais c'est vrai, non, j'ai beaucoup de chance. Après, j'essaie d'organiser les choses pour que ça se passe bien. Encore une fois, quand on regarde les vacances, je ne dis pas, tiens, on va partir avec les 3 enfants à Fortaleza, parce que c'est top. Elle va me dire, ouais, mais qu'est-ce que je fais avec les enfants là-bas? Donc voilà, on accommode tout le monde. Après, quand je suis en voyage, si je suis entre 2 grands prix, tu vois, typiquement, l'Australie, je dois arriver 2 jours ou 3 jours avant. Que je joue à la PlayStation dans la chambre où j'allais faire du kite. Je pense qu'il vaut mieux que je fasse du kite plutôt que je tourne en rond dans ma chambre. Je fais un peu de physique, de l'entraînement, je me fais plaisir, je m'aère. Au final, tu arrives à faire en sorte que les choses marchent bien. Et puis c'est vrai qu'il y a des moments où je me dis, voilà, il y a un super Mistral dans le sud où voilà, j'aimerais y aller. Puis tu dis, bah non, parce que je rentre de voyage, je repars dans 4 jours, j'ai les enfants à la maison, donc je profite. Et puis le jour où ma carrière s'arrête, peut-être quand j'ai 40 ans ou quelque chose comme ça, j'aurai le temps de faire des choses. Je rêve de faire un Ironman, mais ça, il faut du temps aussi. Puis on aura le temps de faire, quand les enfants seront plus grands, faire des croisières kite ou des trucs comme ça. Je les ai déjà mis, les 2 garçons, je les ai mis à l'apprentissage du cerf-volant. J'ai un petit Houghton Lizard, à 1,8 mètres, et du coup, quand il y a du vent, on y va et je leur apprends un petit peu. Et parce que je me dis, si tu peux rider avec tes enfants, c'est top. Est-ce que les personnes qui quittent la Formule 1, je crois que c'est Fernando Alonso qui a pris sa retraite sportive l'année dernière, est-ce que c'est notamment à cause du rythme de voyage, le rythme perso qui est dur à tenir? Plusieurs choses. La Formule 1, c'est un sport extrêmement frustrant dans le sens où si tu n'as pas la bonne voiture, tu ne peux pas gagner. Si on reprend un sport de glisse, c'est comme si tu partais en compétition, qu'il y avait, je sais pas, 20 nœuds et qu'il y en a un à qui on donnait une 18 mètres carrés, un autre à qui on donnait une 9 et puis un autre à qui on donnait une 3 mètres carrés, quoi. Donc il n'y en a qu'un qui peut gagner dans ces compétitions. Et en Formule 1, c'est ça, malheureusement, il y a ceux qui gagnent et il y a les autres. Si tu n'as pas la voiture, tu ne peux pas gagner. Donc c'est un sport extraordinaire, c'est un métier extraordinaire, mais au bout d'un moment, tu te dis, écoute, là ça fait 10 ans que je n'ai pas gagné une course. Finalement, si je suis un compétiteur, donc j'ai envie de gagner. Donc tu es usé. Après Alonso, maintenant il est parti faire, après il a fait les 24 heures du Mans, il les a gagnés, il est parti faire le Paris-Dakar. Donc il y a d'autres courses à droite à gauche que tu peux faire où tu retrouves un peu la chance de gagner. Et justement, toi, en carrière, après, si tu te projettes après, quand tu arrêteras la Formule 1, donc il y a une carrière de kiteboarder pro qui ouais, se rend pas toi. Voilà. Il y a quoi d'autre comme alternative? Écoute, après, je suis un mec assez actif, donc j'ai quelques business aussi en cours à côté, et notamment une boîte où on est dans le sponsoring, le marketing et l'activation de sponsoring, et ça c'est cool. Et typiquement, on est en train de peut-être de mettre en relation un sponsor et une compagnie qui travaille avec un projet kite, pas kitesurf, mais un projet avec des cerfs-volants. Donc voilà, on est dans la moto, on est dans le tennis, on est dans pas mal de sports. Donc c'est un truc que j'aime bien parce que j'ai eu la chance de rencontrer plein de gens à travers ma carrière et les mettre en relation en se disant, bah tiens, votre image et ce sportif, ou votre image et ce sport, ça peut matcher complètement, allez-y, c'est top. En termes de prochaines expériences, est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'as jamais fait que tu rêverais d'essayer? Oui, mais j'essaierai jamais. Parce qu'il faut savoir se mettre des limites et je pense que c'est le wingsuit. Ah ouais? Tu vois, j'ai fait de la chute libre et c'est top. Et la dernière fois que j'en ai fait, il y a des mecs qui partaient en wingsuit là-dedans. Et quand tu vois des vidéos, c'est hallucinant. Je pense que la sensation est extraordinaire. Mais c'est comme la moto sur circuit, je me l'interdis. T'as jamais fait de moto sur circuit? Non, jamais fait de moto sur circuit. J'ai des motos, mais c'est une Harley Davidson et une très vieille BMW. Donc c'est des motos qui vont doucement. Parce que je me connais, je sais que si j'ai des trucs qui vont vite dans les mains, je vais vouloir aller vite et ça va pas bien se passer. Donc voilà, je sais aussi qu'il y a des choses qu'il faut pas que j'essaye parce que je vais être addict, parce que je vais être accroché, et parce que voilà, j'ai déjà pas mal de passion comme ça. Avant de conclure ce podcast, qu'est-ce qu'on te souhaite, Romain, pour la saison 2020? Une bonne voiture et du vent quand j'ai des jours off. C'est pas mal. Ouais, c'est vraiment bien ça. Tu te fixes un objectif en Formule 1 pour la saison 2020? Non, c'est très compliqué parce qu'on ne sait pas comment la voiture va fonctionner, est-ce qu'elle va être bonne, pas bonne. Donc on verra après les 3-4 premières courses. En général, on a une bonne idée de ce que la voiture vaut. Après, l'objectif, c'est toujours faire du mieux qu'on peut. T'as déjà, là, aujourd'hui, tu as déjà des feedbacks? T'es en contact quotidien avec l'équipe? Ouais, je suis en contact assez souvent. Après, je sais même pas de quelle couleur elle va être pour le moment. D'accord. Donc, tu vois, les grosses trucs, je sais pas. Après, je sais que ce qui se passe en soufflerie, ce qui se passe avec les ingénieurs et tout, on est en contact.
Mais il y a plein de choses que je sais pas. Quelle couleur vont être les combinaisons, quel sponsor faut mettre sur le casque, quelle couleur va être la voiture. Faut que je me penche dessus. Et donc tu as un peu des informateurs au sein de l'écurie qui te font un peu des feedbacks en te disant un peu hors de la ligne officielle de la boîte, en te disant voilà, la voiture là elle tourne bien ou Alors, tu sais toujours, tu as ton ingénieur, celui qui te parle dans la radio pendant les courses, avec qui tu as finalement le plus gros lien, avec qui on s'appelle souvent et voilà, on se tient au courant. Et après, encore une fois, une soufflerie c'est bien, mais c'est la piste qui dira si ça se passe vraiment comme la soufflerie l'a dit. Ouais, et puis toi quand et tu les vas sensations, effectivement. au volant. Ah ouais, l'ingénieur qui te parle dans la course, c'est toujours le même, c'est un peu ton binôme? Ouais, c'est toujours le même, c'est toujours la même personne, c'est ce qu'on appelle l'ingénieur course. Après, derrière, on en a encore 3 ou 4, mais c'est toujours la même personne qui te parle dans la radio. Ah, t'as un peu le binôme, je sais pas si t'as vu le Bureau des légendes sur Canal+, où les espions, ils ont toujours leur référent. C'est ça. Et du coup, c'est qui cette personne, ton référent? Il s'appelle Dominic Haynes. C'est un ingénieur avec qui j'ai travaillé depuis des années, parce qu'on était ensemble chez Lotus. Et puis quand je suis parti chez Haas, il est venu aussi. Et ça fait... je sais pas, 5, 6, 7 ans peut-être qu'on travaille ensemble. Alors, il n'a pas toujours été mon ingénieur course, avant c'était mon ingénieur performance, juste en dessous. Et puis fin 2018, il est devenu ingénieur course, et donc toute la saison 2019, il était avec moi, et là on va attaquer la deuxième ensemble en 2020. Et du coup, quand tu es passé d'une écurie à une autre, tu as d'abord été, j'imagine, drafté, et puis c'est toi qui dis moi j'aimerais bien avoir mon ingénieur course, ou de toute façon ils savent quand ils t'approchent que idéalement ils prennent ton ingénieur course avec toi? Non, écoute, à l'époque mon ingénieur course n'est pas venu avec, donc j'ai changé. Mais après il y a quelques personnes qui m'ont suivi, qui ont été assez clés dans ma carrière. Ouais. Romain, un grand merci pour ton temps, pour ton partage, pour ta passion. Ça fait super plaisir de rencontrer quelqu'un au taquet comme ça, c'est vraiment top. Pour conclure Mordu, je demande toujours quel prochain invité, toi, tu aimerais écouter sur Mordu? Est-ce qu'il y a un nom qui te vient? Bah écoute, ouais, j'en ai parlé pendant le podcast, c'est Alex Kazerg. Alors moi je connais bien ces histoires, mais je pense qu'elles méritent d'être entendues par un maximum de personnes, parce que quand tu commences à dépasser les 100 km/h en kitesurf, tu as un sacré mordu de la glisse. Ah ouais, Alex, je crois qu'il est recordman du monde en ce moment même de Alors vitesse. en kitesurf, oui, pas en vitesse, il s'est fait battre par un autre, mais qui n'est pas sur un kitesurf, parce que la réglementation est un peu vague. Je crois qu'il faut être poussé par le vent, mais il a le projet de revenir. Il a peut-être besoin d'un deuxième abord et il m'a demandé si j'étais d'accord de le rejoindre, donc je sais pas encore. Tu vois, ah canon. Bon, écoute, très bien. Je vais le contacter de ta part et on essaiera de le faire venir. Ça marche. Romain, un grand merci. Avec plaisir. J'espère que vous avez passé un super moment avec Romain. J'en garde un fantastique souvenir. Romain a poussé l'hospitalité jusqu'à nous raccompagner à l'aéroport et on s'est promis de rester en contact pour se faire une session de kite en Normandie. Dans le prochain épisode, on part à la rencontre de la championne du monde de stand-up paddle en race, Olivia Piana. Olivia, c'est un sourire et une gentillesse large comme une planche de sup. Elle a aussi une personnalité hors du commun, j'ai hâte de vous présenter ce nouvel épisode. On y parlera de sup, de surf, de subfoil, mais aussi du Portugal et de Vila Nova de Mil Fontes, où Olivia nous a accueillis les bras ouverts. D'ici là, un grand merci à tous ceux qui commentent et donnent 5 étoiles sur Mordu sur Apple Podcast. Continuez, ça nous aide énormément. Pour les nouveaux arrivés, vous pouvez nous suivre sur les comptes Insta et Facebook de Mordu le podcast. Pour les fans de Romain Grosjean, Romain vous a préparé un petit cadeau que l'on vous fera gagner sur Insta dans les prochains jours. Abonnez-vous. À très vite sur Mordu.